Salut à tous, j'espère que ça va et bienvenue à Un sofa pour deux. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une artiste hors du commun. Elle s'appelle Pia Salvia et elle nous vient tout droit de Belgique. Harpiste, chanteuse, compositrice, interprète, elle a un parcours artistique assez unique et nourri de ses voyages et de ses collaborations avec des artistes internationaux, on peut dire que sa musique traverse les styles et les frontières. Donc merci à toi Pia d'avoir accepté cette invitation. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube, Deezer, Instagram, Spotify. Tous les liens sont en description, donc vous n'avez pas d'excuses. Allez cliquer sur les liens et venez retrouver les récits de nos divers invités, les vidéos en coulisses et surtout du contenu exclusif. Donc on vous attend. Bon ben Maria, c'est un plaisir de te... Ah oui, pardon. Tu vois, je savais. Tu vois, je t'avais dit, je savais. J'adore. J'en étais sûre. Je savais. C'est enregistré ça quand même, il faut le garder. Hein. Ouais. Bon, juste pour que tout le monde sache, ma rue s'appelle Maria Pia, elle s'appelle Pia Salvia. Donc voilà la confusion. Mais bon, Pia. Oui. Leila. Oui. J'aurais dû dire Francesca. Oui, tu peux. Hein. Non, Allez. C'est mon alter ego. I why not Francesca. La fulgurante. Alors du coup, déjà, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que tu es à l'aise? Ouais, ça va très bien. J'ai mon petit thé, mon eau, super. Bon, ben tranquille. Et toi? Oui, moi, tout va bien. J'ai bien dormi. Ça fait du bien. Important. Parce que c'était pas toujours le cas dernièrement. Mais là, ça va. Je suis bien, je suis en forme. Donc, tout va bien. Alors, du coup, bon, on va commencer par le début, forcément. Mais avant les scènes et avant les voyages, c'est surtout de ton enfance dont j'ai envie de parler. Donc, c'est avec ton enfance surtout que je voudrais introduire cette conversation. Donc, petite, Pia, qui elle était? Comment t'étais? À quoi tu ressemblais? Ton caractère? Est-ce que tu avais des rêves? Ou à l'école aussi, comment est-ce que t'étais? Est-ce que t'étais quelqu'un de studieux, quelqu'un de discret, ou plutôt ou d'introverti, ou plutôt extraverti? Dis-nous tout. J'étais une enfant très curieuse. Très, très curieuse. Après, je dirais plus extravertie avec les amis, mais introvertie avec les adultes. Ok. Mais plutôt, oui, studieuse, mais dans cette idée d'être très curieuse et d'avoir envie d'apprendre et du coup, d'être attentive à tout ce qui se passe parce que, de par cette envie d'apprendre. Donc, voilà. Ok. Mais du coup, tu étais extravertie avec les personnes, les enfants, on va dire, mais introvertie avec les adultes, mais pourquoi? Plus, quand je dis extraverti, introverti, c'est un peu extrême, mais plus être à l'aise avec les amis et plus timide avec les adultes, parce que ça représente un peu... on est petit et... voilà, exactement, et on ne sait pas trop ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas, et donc plus à l'aise avec les amis, quoi. Ok. Mais du coup, quand tu étais à l'école, est-ce que tu étais déjà tournée vers l'art, même petite, et est-ce que tu avais des matières préférées déjà à cette époque? En tout cas, des choses artistiques, pas forcément liées au musical. Après, la musique, j'ai commencé directement avec la harpe quand j'avais 6-7 ans. Donc, ça a quand même... Ah oui. Dès ce moment-là, la musique est entrée dans ma vie, on va dire. Et apparemment, j'ai demandé à ma mère, quand j'avais 4 ans, de commencer... Enfin, j'avais cette envie, je ne sais pas pourquoi, de commencer la harpe à 4 ans déjà. À nouveau, elle ne sait pas, je ne sais pas du tout, j'ai aucun souvenir de ce début, de cette envie. Ouais. Mon hypothèse, on va dire, c'est... je me dis que j'ai dû voir un dessin animé, peut-être, je ne sais pas, les Aristochats ou quelque chose avec une harpe. J'ai eu un flash dessus, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Enfin, ça, c'est ce que je pense, mais je ne sais pas. Et exactement ce qui s'est passé, on va dire. Et personne n'est musicien dans ma famille, donc c'est pas du tout... Ah oui, donc t'as pas grandi dans un univers, un environnement familial... Non, artistique, oui, mais pas musical. Pas musical, en tout cas, personne n'est musicien, n'était ou n'est musicien dans la famille. Mais artistique, oui, tu me Artistique, oui, parents photographes, artistes en général. Et du coup, à 4 ans, donc je lui ai fait ces demandes. À ce moment-là, ça voulait dire... ma mère... était seule avec moi et mes deux autres frères et sœurs. Financièrement, c'était pas possible d'obtenir une harpe, un prof particulier, etc. Mais elle m'a dit, écoute, il faut attendre un petit peu, et puis une fois que tu as l'âge requis pour entrer en école de musique, tu pourras commencer. Je me dis qu'elle a dû se dire, elle va d'office oublier, tu vois, t'as 4 ans, tu parles d'un truc d'un jour à l'autre, tu oublies ce que tu as dit. Et apparemment, chaque année, je lui ai demandé, voilà, est-ce que je commence maintenant ?
Ah oui, Et donc ça a c'était- traversé Ouais, les années. c'est ça. fou, c'est fou. Ouais. C'était là, quoi. Il fallait que je commence. Et jusqu'à ce que je puisse commencer en académie de musique, c'est comme ça qu'on les appelle en Belgique. Ok. Donc là, au final, la musique, elle a commencé vraiment à s'installer à l'âge de 4 ans. Si, Ben, apparemment, après, tu vois, moi, j'ai pas de T'as pas de souvenir clair par rapport Ouais. à ça, ou peut-être une initiation à la musique ou quelque chose qui s'est passé, je sais pas. Mais ça a commencé, oui, à ce moment-là. Et le type de musique que tu écoutais plus jeune, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu avais participé à des chorales J'ai fait de la chorale, ouais. Ah, J'ai fait de la chorale quand j'ai commencé la harpe. Parce que quand tu commences, je sais pas comment ça se passe, enfin, en Belgique, tu dois avoir au moins. Tu commences un instrument et tu dois faire du solfège également. Et alors, pourquoi j'ai fait de la chorale en plus, je sais plus. Mais ça faisait aussi partie un peu du cursus et j'ai adoré aussi. Mais du coup, c'était au même moment, quoi. ok, d'accord. Donc ouais, donc au final, tu as vraiment découvert la harpe quand quand tu es rentré dans cette école de musique. Ouais. Puisqu'avant ça, c'était juste une envie, quelque chose que tu pouvais pas expliquer. Ouais. Mais d'accord, ok. Et donc, du coup, tu as quand même eu 10 ans de formation classique. Et Exactement. est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que ça t'a apporté? Ça t'apporte la technique, la discipline, la connaissance de ton instrument très technique. Au final, en fait, ça m'a apporté les outils pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire par la suite avec la harpe. Après, il y avait beaucoup de lacunes par rapport à tout ce qui est harmonie. Bon, moi, j'adore le rythme, donc ça, j'ai toujours voulu faire des choses plus rythmiques, mais dans l'enseignement classique, en tout cas en Belgique, il y a un peu moins d'emphase là-dessus. Mais tout ce qui est discipline technique, bien sûr que ça a été une super formation pour ça. Ouais. Et du coup, le fait que tu aies commencé réellement la harpe, ça a confirmé ta passion pour cet instrument, ou est-ce que tu as quand même exploré d'autres instruments à côté? J'ai exploré d'autres instruments. Après, la harpe, je me suis en fait jamais posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? C'est comme si ça faisait partie de ma vie. C'était Et voilà. naturel. Exactement. J'ai commencé la harpe, je continue la harpe, et puis tu vois, j'ai eu des moments de me dire, je sais pas, en pré-ado ou quoi, en me disant qu'est-ce que je veux faire? Je voulais être interprète un moment. Mais la harpe faisait toujours partie de ma vie. C'était pas, il y avait pas un choix. C'était la harpe est Ouais, y a pas là. de Et question à te après, poser. peut-être que parallèlement, qu'est-ce que je ferais d'autre, quoi. Et puis, autre instrument, j'ai commencé la guitare aussi quelques années après avoir commencé la harpe. Et là, c'était plus. C'est là que j'ai vraiment commencé à chanter aussi, Ok. avec la guitare et puis le piano aussi, mais tout en autodidacte. Ça, c'était pas. Oui, c'est pas quelque chose que tu as appris en cours. Exactement. Et puis, guitare, tu peux l'amener partout. Du coup, on jouait avec les amis. Et ça, c'était pré-ado, puis ado, ça s'est encore plus installé. Donc, les jams, etc. Et c'est sûr que c'était plus simple de venir avec une guitare qu'avec une harpe. Ah, tu faisais déjà des jams avec tes amis Oh ouais, à c'était l'adolescence? chouette. Ouais. Mais c'est Ouais, génial. ouais. Et du coup, là, on chante ensemble. Enfin bon, bonne vibe, quoi. Good vibes. Mais du coup, il y avait un peu cette division entre la harpe qui est classique, même si je composais beaucoup à la harpe, mais en fait, je savais pas ce que je faisais. Je composais ce qui me venait et je me disais pas quel style, qu'est-ce que je suis en train de faire. C'était juste ce qui venait. Mais bon, la harpe, c'était classique et le reste, rock, pop, folk, metal, machin, c'était guitare, piano, voix, etc. Et les deux mondes étaient séparés, donc je mélangeais pas la harpe avec cet autre monde. Jusqu'à ce que c'était quand j'avais à peu près 17 ans, je pense. Pour la première fois, j'ai commencé à mélanger les deux. Et ça a pris du temps parce que dans ma tête, je me disais non, c'est divisé. Et en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme accès à Internet, réseaux sociaux, etc., où tu tapes ce que tu veux, tu vas trouver ce que tu veux. Ou en tout cas, ça va t'amener à... Il y a tellement beaucoup plus de possibilités d'accès. Et donc, c'était vraiment tout un cheminement que j'ai dû avoir et réaliser. Mais c'est hyper intéressant parce que tu le fais vraiment plus en profondeur. Ouais. Bah écoute, c'est beau en tout cas. Mais du coup, alors tu as étudié en Belgique, mais ensuite tu es parti en France, donc à l'Académie internationale de musique en 2010. Et tu as d'ailleurs été diplômée à la plus haute distinction. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'était passé là-bas, comment s'est passée ton adaptation à ce nouvel environnement et cette nouvelle ville surtout?
Parce que là, tu quittes la Belgique, tu te retrouves en France, Ouais, à ouais, Paris. mais c'était marrant parce que du coup, j'avais l'accent belge. Pas très, très fort, enfin, je pense. Je pense. Non, en vrai, Mais ça va, j'avais enfin, aussi je trouve- les expressions belges. Et ça, enfin, c'est juste, je me souviens qu'au tout début, des bêtes petits trucs que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais là, ah ouais, ok. En fait, j'ai commencé à un petit peu changer, modifier, peut-être adapter, on va dire, mon accent et mes expressions pour que les gens me comprennent mieux au final. Enfin, des bêtes trucs comme juste, on avait un cours de danse et je compte 5, 6, 7, 8. Et tout le monde se marre, 8. Et tout, c'est des petits détails, hein, mais j'étais là, ah ouais, donc rien que ça, c'est différent. Enfin bon, et puis des expressions où je me suis rendu compte que personne ne comprenait ce que je disais. Mais enfin, c'est des petites choses, hein, parce que c'est la même langue au final. Mais ça, par rapport à l'accent, c'était intéressant. Et puis après, moi, j'adore voyager, j'adore la découverte, comme j'en parlais plus tôt, tu vois, Oui, ouais. la curiosité, etc. Donc ça, c'est resté, ça s'est même développé. Tout ce qui est voyage, rencontre, ça a toujours été quelque chose de très enrichissant pour moi. Donc, s'adapter, enfin, c'est quelque chose que j'aime l'inconnu, on va dire. Donc en fait, c'est plus intéressant qu'effrayant. Même si, bien sûr, tu as toujours le petit moment, tu sors de ta zone de confort, il faut s'adapter, il y a un petit temps entre les deux. Mais c'est plus excitant, on va dire. Et puis après, musicalement, ce qui a été très intéressant, donc j'avais déjà, juste avant ça, commencé à mélanger, comme je disais un peu avant, les deux mondes classiques et autres styles. J'avais commencé un duo harpe, chant, percussion, plutôt oriental. Tu faisais de la percussion aussi? Non, c'était avec un percussionniste belge et on avait créé un duo. Et là, avec ce duo, ça a été la première fois que j'ai chanté en public et en jouant autre chose que du classique. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je me sens vraiment dans mon élément, quoi. Ok. Et des compos à moi, des arrangements, etc. Donc ça a été vraiment le début de l'aventure, on va dire, de mon parcours musical, de ma vocation au final. Et à la MAI, là, j'ai créé mon groupe. Du coup, on n'était plus 2, mais on était 4. Je commençais à composer encore plus pour ce groupe. Donc, en fait, ça faisait partie de l'évolution, de ce commencement de vocation et qui a fait que évoluer. Et j'ai aussi commencé à chanter en français parce qu'avant, pourtant, je ne parlais pas anglais, vraiment pas bien. Mais on a toujours ce truc, comme on entend beaucoup dans de les morceaux. chansons. Voilà, on est en anglais, on se dit, ah, c'est cool, ça sonne bien. Mais je comprenais rien. Enfin, je disais n'importe quoi. C'était juste cool, quoi. Et là, à la MAI, ça m'a permis aussi de chanter sans instrument, de me dire, OK, je peux aussi chanter sans être derrière un instrument, ce qui est aussi très important. En tout cas, pour moi, ça a été hyper intéressant. Et en français, de chanter en français, ce qui est c'est ma langue maternelle, et de se rendre compte qu'il y a une connexion magnifique, en fait, quand tu chantes dans ta langue. C'est quand même différent, quoi. Oui. Tu ressens peut-être un peu plus les choses, parce que ça te parle forcément plus. C'est plus difficile aussi. Et de d'écrire des paroles en français, comme tu te dis, OK, il y a plus de pression, on va dire, parce que c'est ma langue maternelle. Il faut quand même que t'as pas l'excuse de dire, ouais, mais bon, c'est pas ma première langue, quoi, c'est pas ma langue maternelle, voilà, j'ai pas assez de vocabulaire. Non. Ouais, tu peux pas te cacher. Ouais, voilà, exactement. Donc, sans instrument et en français, c'était un peu se dévoiler encore plus au final. Donc ça, c'était super intéressant. Ok. Et est-ce qu'il y a une chose dont tu te souviens peut-être qui t'a rendu particulièrement fière durant ces études-là à l'académie? Peut-être la création de ce groupe? La création du groupe, c'est sûr que c'était un super projet. Et en fait, durant cette année, l'école prévoyait, ou en tout cas mettait à disposition quand même pas mal d'expériences de projets et qui ont été télévisées aussi. Et du coup, c'était intéressant de commencer à rencontrer le monde de la télé et de voir comment ça se passe sur plateau, etc. Donc ça a été hyper intéressant. Puis de recevoir, on va dire, la plus grande distinction, c'était aussi flatteur, quoi. Ouais. C'était beaucoup d'expériences différentes qui... je sais pas s'il y a vraiment une expérience ou un projet qui a été plus révélateur qu'un autre. C'était vraiment... Il y a eu plein de choses. En fait, c'était la découverte d'énormément de nouveaux éléments musicaux, humains. Donc, une très belle expérience. Ok, je vois. Et du coup, par la suite, tu es passé par les Pays-Bas et la Norvège. Donc, est-ce que tu peux dire que tu as découvert des choses musicalement dans chacun de ces pays? Est-ce qu'il y a un style ou une technique que tu as découvert là-bas et que tu n'avais pas connu jusqu'à présent? Ou au final, comme pour le reste, c'était des choses que tu connaissais déjà, mais que tu as peut-être perfectionné tout simplement? Dans technique, pas spécialement. Plus tu voyages et plus tu rencontres des gens...
bon, déjà, c'est hyper important pour l'inspiration et pour en fait, comprendre ce qu'on aime moins, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait moins vibrer, etc. Et ça se fait vraiment par la découverte de plus en plus d'éléments, que ce soit des rencontres musicales ou humaines, même sans musique, parce que c'est aussi, ça te nourrit de toute façon. Donc, en fait, c'est l'expérience. Le fait d'avoir de plus en plus d'expérience, de jouer avec plus de monde, dans des styles différents. Et ça s'est fait parce qu'il y a eu plusieurs voyages, mais j'ai aussi voyagé à Cuba. Ouais, on va en venir aussi. Ça, c'était avant la MAI, je pense. Je sais Ah, même plus. Oui, ok. c'était avant, je pense. Oui, c'était avant parce que c'était juste après les secondaires, le lycée, du coup. Et là aussi, ça a été une super expérience. J'ai aussi fait... j'étais pas avec ma harpe, mais j'ai appris aussi d'autres... j'ai eu des cours de guitare, congas, etc. Enfin bon, bref, c'était aussi hyper intéressant. Et en fait, l'expérience humaine et d'être dans un pays complètement différent, une culture différente, un système différent, c'est ça qui... Enrichissant. Ouais, voilà. Il n'y a pas spécialement besoin d'avoir la musique concrètement, enfin un instrument, mais c'était plus l'expérience en elle-même qui... tu te rends compte... Parce que personnellement, si tu apprends de plus en plus, ça va aussi se transmettre dans ta musique, quoi qu'il en soit. Ouais, au final, c'est plus une découverte de toi-même. Exactement, ouais. Et puis, comme tu te découvres de plus en plus, ça te permet d'élargir aussi tes horizons musicaux. Exactement, et de transmettre plus peut-être aussi aux autres. Ouais, c'est vrai. Et puis, bon, après, ça, c'est après la MAI. J'étais entre Paris et la Belgique. Mais après ça, j'étais aux États-Unis, à Berkeley College of Music. Ouais. On va en venir. Et ça a été aussi... je me suis rendu compte de plein de choses. On va en parler tout à l'heure. Et juste une dernière question. Est-ce que, plus dans ce contexte, on va dire là, est-ce qu'il y a un professeur ou un camarade qui t'avait particulièrement inspiré à cette époque-là, quand tu étais dans cette académie? Je ne sais pas si je peux nommer une personne, parce que c'est vraiment un tout. Une combinaison de rencontres. Ouais, exactement, la combinaison de... Chaque personne avait un rôle important, en fait. Que ce soit les profs ou les amis, collègues. Donc, c'est vraiment une combinaison de tout ça, ouais. Et du coup, après l'école, là, tu t'es dit, tu as eu la vraie confirmation. Enfin, je pense que tu l'as eu quand même avant, parce que tu l'avais soulevé tout à l'heure. Mais cette confirmation où tu te dis, OK, c'est bon, là, j'ai trouvé ma voie et je vais y aller encore plus. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit, où tu doutais peut-être de ce que tu devais faire? Non. Ça a toujours été naturel. Ouais, comme tu le dis. C'était du coup le moment avant la MAI où je me suis dit, ah OK, en fait, c'est ça que je veux faire avec ce duo. Et puis voilà, c'était en fait la continuité. On y va, on continue. Mais sans que ce soit conscient, c'était, comme tu le dis, c'était naturel. OK. Et puis, arrive cette aventure, donc en 2012, qui va un petit peu bouleverser ta vie, je pense. Enfin, tu nous le confirmeras. C'est The Voice, donc la toute première saison. Donc, comment est arrivée cette opportunité au final? Parce que, bon, pas tout le monde ne peut faire The Voice. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça t'est arrivé et puis quelle a été la réaction que tu as eue en apprenant que tu avais été sélectionnée? The Voice, c'était via la MAI. Okay. Parce qu'en fait, je pense que c'était peut-être mensuellement, il y avait le directeur de casting de Paris qui venait à la MAI en visite pour découvrir un peu de nouveaux talents, on va dire. Et donc, il piochait quelques talents et les mettait sur des castings. Donc, j'ai d'ailleurs été aussi sur un autre casting qui était pour 1789, la Révolution française, sur la comédie musicale. Ça, c'était les premiers. Ça a été ma découverte, on va dire, dans le monde parisien des castings. OK. Donc, j'ai été plusieurs fois à Paris avant The Voice pour ça. J'étais en finale, etc. Mais en fait, je me rendais compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, il y a eu un peu une compréhension mutuelle en se disant, voilà, c'est pas... J'étais là pour le rôle de Marie-Antoinette, mais j'ai fait tous les tests, costume, maquillage et tout. Mais finalement... La coiffure. Ouais, c'était rigolo, hein, mais après, je me dis, non, mais en fait, ça c'est pas... Ça te représente pas. Non, voilà. Et ça, j'étais aussi beaucoup là-dedans, dans je veux faire ce que je veux faire. Bon, plus tard, tu te rends compte ça marche pas toujours comme ça, parce que parfois, tu vas faire des choses qui te plaisent peut-être moins, mais ça va te permettre après de faire ce que tu veux. D'avoir d'autres opportunités. Voilà, mais ça, c'est comme ça. Les choix, c'est ce qui définit notre vie. Et regretter, ça sert à rien. Mais on peut se dire, OK, qu'est-ce que j'apprends de ça? Enfin bref, donc cette comédie musicale, voilà, c'était pas ce que je voulais faire.
Ensuite, j'étais du coup, cette The même Voice. personne m'a mise, ce directeur de casting, sur le casting de Voice. Donc, j'ai été à Paris, j'ai fait le casting avec mon guitariste, on était à deux. C'était sympa. Et puis après, en fait, ça s'enchaîne super vite parce que tu as le deuxième casting. Là, j'étais avec ma harpe. Et puis après ça, je pense que j'étais à la télé, quoi. Enfin, donc après, on m'a dit, voilà. C'est bon, t'es prise, donc on continue l'aventure. Mais c'était, premièrement, The Voice, personne connaissait. On savait pas ce que c'était. Moi, je suis pas du tout télécrochet, émission télé. C'est pas quelque chose que je suis beaucoup. Et The Voice, je pense que c'était uniquement aux Pays-Bas, peut-être que ça avait été. Moi, de souvenir, il me semble que c'était. Ouais, peut-être Pays-Bas, mais aussi États-Unis. Mais aux États-Unis, c'était pas. Enfin, c'était le même concept, mais bon, légèrement différent. Et bien entendu, il me semble que ça s'appelait pas The Voice. Ouais. Mais en tout cas, oui, ça y ressemblait. Je pense qu'ils ont voulu faire une adaptation française du coup, de ce qu'ils avaient connu peut-être aux États-Unis ou, comme tu dis, aux Pays-Bas. Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'était la toute première édition. Du coup, tu as quand même participé. Oui, mais du coup, c'était vraiment là, l'inconnu complet, mais pour tout le monde. Et donc, après ces castings, et puis boum, je suis à la télé pour les blind auditions, et c'était trop bizarre. Enfin, j'adore toujours, et j'adorais déjà à ce moment-là donner des concerts, enregistrer en studio, mais être sur un plateau télé, c'était vraiment... J'aimais pas du tout. Et en plus, les blind auditions, les 4 jurés sont retournés. Donc, trop bizarre. Pour moi, je me dis, la musique, c'est le partage. On se regarde, oui, on communique. C'était le contraire de ce qu'était la définition de l'art. Enfin, en tout cas, de la musique pour moi. Donc, c'était hyper inconfortable. En fait, je me dis, mais c'est trop bizarre. Pourquoi je suis là? Et ça n'a pas été super... Et en plus, j'ai pas pu faire ce que je... Enfin, dans les émissions télé, voilà, oui. Tu dois suivre la production. C'était quand même en France, TF1, c'est une grosse production. Et puis tu découvres ce monde qui est plus un monde de requins. Hein. Donc, ouais, t'as les compétiteurs aussi, d'autres personnes qui auditionnent avec toi. Ouais. Les battles aussi, quand j'ai appris qu'il y avait des battles après, mais je me dis, mais c'est quoi ce truc? À nouveau, on est vraiment dans le contraire que dans ma tête. Je me dis, la musique, c'est pas se faire des battles, c'est faire des duos. C'est pas que les gens soient retournés, mais qu'on ait un contact. Donc, c'est un échange. Exactement. Ouais, et là, donc tout ça, c'était vraiment... J'étais pas du tout à l'aise, mais t'es pris là-dedans. Donc, en plus, j'étais trop jeune. Pour moi, j'étais trop jeune. J'avais pas encore assez d'expérience. C'est ça? Je pense que je devais avoir 19 ou 20, un truc comme ça. Okay. Je m'en rends compte maintenant. C'était beaucoup... En tout cas, pour moi, c'était beaucoup trop tôt. J'étais vraiment dans le début de cette découverte de qui j'étais artistiquement, ou même qui j'étais en général, de toute façon. Et c'était pas... Ouais, c'était pas la meilleure des expériences que tu aies pu avoir artistiquement. Ok. Mais du coup, donc tu as intégré aussi l'équipe de Louis Bertignac. Donc comment ça passait ton entrée dans son équipe? Et d'ailleurs, est-ce que c'était l'équipe que tu voulais intégrer? Moi, j'avais pas du tout de... Je me suis pas dit, je veux être dans... Tel ou mais tel... quand je te dis, en fait, j'étais pas vraiment... Je suis un peu arrivée, ok, je suis là, on continue, mais... C'était pas Moi, j'étais dans ma vie musique, je continue mes aventures, mes expériences avec mon groupe. J'étais plus focalisée avec mon groupe et pas à me dire je vais faire une émission télé. Ouais. J'ai suivi le mouvement, mais j'aurais jamais fait ça de moi-même. Ok. Et c'est parce qu'il y a le directeur de casting qui était là et qui a quand même porté tout ce début d'aventure. Et Louis Bertignac... après, pour moi, c'était celui qui était aussi musicien. Donc, je ne sais pas si les autres sont également instrumentalistes, mais lui, je savais qu'il était aussi, du coup, guitariste. Donc, je me dis, au moins, peut-être qu'on va aussi se comprendre par rapport à ça, le fait d'avoir ce duo entre instrument et chant. Mais bon, ça, c'est la télé. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais la première saison, tu n'as pas énormément de contact avec ton coach. Okay. C'est très télé, c'est pas ce qu'on voit. Et ça, pour ça a été très intéressant. Je me suis rendu compte que ce qu'on voit à la télé, mais ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain. C'est assez violent quand même quand il y a plein de choses qui se passent et tu te fais waouh, en fait, c'est hyper puissant. Et ça peut être aussi dangereux, faut se protéger, quoi. Ouais. Et parce que ça peut avoir l'effet contraire au final. Ça peut te dégoûter aussi du monde artistique. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça arrive à beaucoup de monde d'ailleurs. Et puis même, maintenant, ça doit être encore plus intense avec tous les réseaux sociaux, mais à ce moment-là, c'était encore le début t'avais pas encore tout ce qu'il y a maintenant. Mais bon, les gens pouvaient quand même commenter
anonymement, etc. Moi, je regardais pas du tout ce genre de choses, mais je sais que j'avais des collègues qui étaient dans la compétition et qui étaient effondrés à cause de commentaires. Tu te dis, mais Et pourtant, on me disait, mais j'ai plein de bons commentaires, j'en ai un négatif et ça me... Ouais, ça ruine tout. Ouais. Et c'est dommage au final, parce qu'on prête plus attention au négatif qu'au positif, alors que le positif est beaucoup plus énorme et prend plus de place normalement. Ouais, et pourtant le négatif, c'est difficile. Hein. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais, et après, du coup, j'étais jusqu'au live. Et au live, donc pour la première fois, juste parce que ça, c'était le dernier passage que j'ai fait, ils voulaient que je commence avec la harpe. Et c'était un morceau d'ailleurs très difficile. Je me rends compte maintenant que j'aurais jamais dû faire ça live pour un premier live. Bref, mais il voulait que je commence avec la harpe et ensuite que je fasse harpe-chant avec la harpe et puis que je continue avec le groupe qui était sur le plateau. Ok, on fait juste une petite répète. Pour la première fois, j'avais des in-ears, des oreillettes. Oui, ouais. Donc pas de retour. Moi, j'ai jamais eu ça. Ils étaient faits sur mesure, donc c'était quand même des gros machins. Moi, c'était impossible de les mettre toute seule. Hein. C'est le truc. Comment tu fais ça? Donc, tu as un technicien qui est venu avant. Il me dit, je viendrai avant ta prestation. Je les mettrai, t'inquiète, tac, tac. On fait la répète, ok. Bon, c'est vraiment... t'as pas de temps, hein, tu fais ton truc, on reprend là, en tout cas, pas pour moi. Et puis, au passage télé, le live, tout le monde est autour de la harpe, être sûr que tout va bien. Le technicien ne vient pas vers moi pour mettre mes oreillettes. Moi, je les ai pas mises, j'ai complètement... j'étais pas du tout habituée à ça. Donc, j'ai mes oreillettes qui sont là, qui pendouillent comme un collier. Je commence la harpe, j'entends que je n'en entends pas. Je commence à jouer, que j'entends ma voix très loin. Je me dis, non, c'est pas vrai. Je vais pas m'entendre. Donc, je me dis, OK, le harpe-voix, ça, c'est OK, je peux gérer. Mais une fois que je vais chanter avec le groupe, mais ça va être horrible. Je vais pas m'entendre. En plus, ce morceau est hyper dur, ça module. Enfin, c'est impossible. Et tu vois, ça, maintenant, si un truc comme ça m'arrive, je m'arrête. Bon, déjà, je sais les mettre moi-même. Mais même si je ne sais pas, je me dis, il faut que quelqu'un vienne me mettre les oreillettes, ou au moins une, parce que je sais que ça va pas le faire, quoi. Mais là, tu es tellement sous pression, tu n'as pas encore d'expérience, donc tu continues. Et en fait, tu subis. Et je sais que pour moi, c'était horrible, quoi. J'étais juste, je sais pas ce qui se passe. En fait, j'étais vraiment en mode choc. Et après, j'ai rien dit après. Je voulais juste partir. Et puis, bon, après, ça, c'est le jeu de la télé. Ils sont juste là, c'était très bien. Je sais que c'était pas très bien, mais bon. Et puis, ce passage-là, c'était mon dernier passage. Et en fait, une fois que je suis sortie de l'émission, mais je me suis sentie soulagée à un point. C'est là que je me suis rendu compte de la pression que j'avais. Je me suis dit, mais c'est fou. C'est vraiment intense. Et après, tu as des personnes qui aiment être dans cette pression-là. Exactement. Et ça, justement, ça les pousse, ça leur donne plus d'énergie. Je sais pas, ils arrivent à... Oui, c'est un genre de catalyseur, au final, ça les booste. Et moi, c'est le contraire. Et puis, je suis quelqu'un de très sensible, hypersensible, blablabla. Donc, c'était pas... c'était pas la meilleure expérience. Et puis, c'était pas forcément compatible aussi avec ta vision artistique. Exactement. Parce que tu disais que pour le blind test, les gens sont tournés, tu échanges pas avec eux. Et puis, le public, j'imagine que le plateau, là, clairement, de ce que tu nous expliques, c'était pas la meilleure expérience. Ouais. Donc, au final, si tu devais revenir en arrière, c'est clairement pas quelque chose que tu referais. Non, c'est sûr que je le ferais pas. Enfin, si on pense à ce concept, est-ce que je reviens en arrière, je le refais? Non. Mais après, ça s'est fait, c'est passé, et c'est une expérience. Donc... Mais qu'est-ce que ça a changé au final pour la suite de ta carrière? Est-ce que tu penses déjà que ça a changé quelque chose? Oui, je pense que quand même déjà, je pense que ça a créé un peu une sorte de traumatisme avec ce genre d'émissions plateau télé, parce qu'on m'a demandé par la suite de faire d'autres émissions comme ça, et pour moi c'était impossible. Je me dis non, c'est ça, je peux plus. Non catégorique, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose. Je sais pas mettre exactement le doigt dessus, mais oui, il y a une sorte de trauma par rapport à ça qui s'est créé. Et peut-être, est-ce qu'il y a eu un moment un peu de perte de confiance dans la performance, dans la prestation? Avant, je me posais pas de questions, je faisais la prestation, je me sentais bien. Et là, ça a pas créé des doutes. Plus de prise de conscience par rapport à certaines choses, mais bon, à nouveau, ça fait partie de son expérience de vie musicale. Et puis après, tu avances avec ça, quoi. Oui, de toute manière, c'est une expérience. Donc forcément, tu t'en ressors que grandi de ça. Même si c'est pas quelque chose que tu as apprécié ou ça t'a clairement pas, on va dire, marqué de la bonne manière.
mais au moins, ça t'a conforté aussi dans ce que tu voulais réellement. Oui, de toute façon, ça n'a pas changé cette vocation. Oui, ça n'a pas arrêté quoi que ce soit. Je me suis pas dit, maintenant, j'arrête la musique, pas du tout. Je pense que je serais arrivée au même point, mais ça aurait pu être fait un peu moins abrupt. Enfin, c'était assez... en fait, c'est assez violent, quoi, ce genre d'expérience. Et quand ça se passe comme ça, tu t'en rends compte après, mais je pense que j'avais pas besoin de ce genre d'expérience-là. Ok. Et du coup, après cette parenthèse télévisée, donc là, tu reprends le chemin, on va dire, de la musique pure. Et surtout vers l'international, puisque là, tu te diriges aux États-Unis. Donc, tu as été admise à Berkeley, donc le College of Music. Donc ça, c'est pas rien. Hein. C'est un bel accomplissement. Parce qu'encore une fois, pas tout le monde ne peut prétendre avoir été admis dans cette université. Donc, du coup, comment est-ce que tu as vécu cette transition et est-ce que tu as vu une différence majeure entre justement l'enseignement américain et l'enseignement européen? Donc déjà, ta transition, est-ce qu'elle s'est faite de manière simple, douce, on va dire? À nouveau, tu vois, on revient un peu à cette question entre la Belgique et la France. Bon, après, France, États-Unis, c'est encore différent, mais c'était aussi cette excitation, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, d'inconnu. Inconnu, et c'était génial. Ouais. Alors moi, je me souviens que le premier semestre, enfin, c'était un trimestre, ils appellent ça le semestre, mais c'était avec Cuba, mon expérience à Cuba et le début à Berkeley, ces deux moments ont été un meilleur de ma vie, où tu es dans l'inconnu, tu découvres et y a pas... Et puis, tu es encore jeune, dans le sens où tu n'as pas plein de responsabilités, la vie adulte qui est quand même plus lourde en général. Tu avais quel âge à cette époque-là? Là, je crois que j'avais 23. Okay. Ah oui, donc ouais, t'étais quand même C'est encore jeune. très léger, on va dire, en tout cas, cette période. Et même si, il y a toujours des choses... Enfin, on va dire que the big picture, tout est plus... tu t'en rends compte après aussi, hein, que c'était plus léger, quoi. Et donc, super expérience aussi. À nouveau, la découverte. Et puis, langue, moi, je parlais vraiment pas bien anglais, mais c'était fun. Moi, j'adore. Enfin, même les langues, c'est comme un jeu d'apprendre une nouvelle langue. Ouais, super, super expérience. Et musicalement, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, pour ceux que je connaissais plein de choses et tout, oui, je connaissais des choses, mais pas... Il y a plein de choses que je connaissais pas. Et donc, il y a tout un aspect de la musique qui était en fait plus inconnu. J'étais plus sur soit la technique, la lecture de notes ou le travail à l'oreille. Mais tout ce qui était harmonie, arrangement, même écrire mes morceaux, mes arrangements, je le faisais, je savais pas comment faire. Donc, il y a eu vraiment une énorme découverte aussi sur le plan musical. Bien sûr, les rencontres, ça, c'était génial. En fait, moi, j'avais l'impression d'être dans un laboratoire. Enfin, ça peut être un peu péjoratif. Mais un laboratoire de la musique, on va dire. Ouais. Et, mais tu fais plein d'expérimentations. Exactement. Et t'as le choix. Tu peux essayer plein de choses. En plus, en tant qu'harpiste, en général, t'es assez seul, dans le sens où si tu veux bouger, ton instrument est énorme. Si tu veux aller à une jam ou quoi, il faut déjà y arriver. Et puis, une fois que t'es là, tu sais pas, à une jam, t'as pas toujours envie de jouer. Mais si t'as ton gros machin avec toi, t'es un peu sous pression de... Et puis, en général, les gens ne viennent pas avec une grande harpe n'importe où. Ça se planifie. Donc, tu es plus seul. Et là, je suis là, mais j'ai accès à tout. Et donc, j'ai fait plein d'ensembles différents, de styles différents. Tu rencontres des gens partout. Enfin, c'était fou, quoi. Pour moi, c'était génial. C'était une expérience vraiment exceptionnelle, quoi. Donc, du coup, tu trouves qu'au niveau de l'enseignement américain, c'était quand même beaucoup plus large. Et en fait, ils donnaient ils offraient beaucoup plus d'outils aux étudiants, au final. C'est sûr que tu as les cours de base qui sont déjà plus développés, on va dire. En tout cas, par rapport à l'harmonie, les arrangements, ce sont dans tes cours de base. Et moi, j'ai jamais eu ça avant. Et puis ensuite, tu as le choix. Tu peux choisir tellement de cours différents. Et puis, tu rencontres des gens qui font ça, qui font ça. Donc, ça te donne envie aussi. Tu te dis, mais ça, je connais pas. Ok, je vais voir, est-ce que je peux prendre ce cours? Et tu as accès à tellement que, bien sûr, que ça t'ouvre encore plus l'esprit sur d'autres choses. Donc, je ne peux pas parler pour toutes les écoles, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais en tout cas, par mon expérience, la différence entre Belgique, France et cette école où
où j'ai été, c'est sûr qu'il y avait quand même plus d'accès à la connaissance en général musicale à Berklee. Ok, je vois. Mais j'ai pas été en université vraiment, tu vois, en Belgique. Enfin, j'étais juste à la MAI, c'est aussi un peu plus particulier, quoi. Donc, je peux pas parler pour les conservatoires, tu vois. Je sais pas, hein, c'est peut-être très similaire, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est aussi une histoire de budget, j'imagine. Bon, après, les États-Unis, c'est quand même le pays du show. Enfin, ils sont quand même très expérimentés là-dessus. On le voit dans leurs concerts, avec tous les artistes, etc. Donc, je pense qu'ils mettent peut-être un peu plus le paquet. Mais dans ces écoles-là, ils marchent aussi sur des dons. Et donc, oui, ils aussi. ont des personnes... des sponsors. Oui, exactement. Des mécènes, sponsors, etc. Ouais. Investisseurs. Et donc, ouais. Mais du coup, durant tes études à Berklee, bon, j'imagine que tu as dû choisir un programme ou des spécialités. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui a été déterminant dans ton choix? Moi, à Berklee, ce qui a été déterminant, c'est que je ne savais pas si j'allais rester. Donc, chaque semestre était... pour moi, c'était le dernier. Parce qu'en fait, bon, j'ai reçu une très bonne bourse, mais tu dois quand même payer tes logements là-bas. Ma famille, ils n'ont pas d'argent. J'avais déjà fait un prêt pour la MAI, justement, que je venais juste de rembourser, de finir avant d'aller à Berklee. Mais je ne sais plus à quel moment exactement, mais avant Berklee, parce que j'ai fait le stage l'année d'avant à Berklee, parce que j'ai rencontré un couple de personnes qui venaient de créer une association pour la harpe, parce que la femme de ce couple était harpiste et elle n'avait pas d'enfant, et donc elle voulait, et elle était bien aisée, on va dire, et du coup elle voulait que sa fortune aille au monde de la harpe. Et ils m'avaient vu à un concert, ils étaient basés au Luxembourg, ils m'avaient vu à un concert, et puis ils m'ont dit on veut t'aider. Et moi, j'étais là, j'ai besoin de rien. Et puis finalement, si, mais réfléchis. Enfin bon. Et puis j'ai découvert qu'il y avait un stage à Berklee, parce que pour ça, j'en avais entendu parler avant, mais pour moi, les États-Unis, c'était même pas envisageable. Finalement, ils me font OK, on te le paye. Donc j'ai été à Berklee. C'est là que j'ai fait l'audition pour étudier à Berklee, qui était à nouveau pas du tout prévu. Et je voulais même pas la faire, mais mes amis sur place étaient là, mais si, on peut le faire, c'est facile, on va donc je le fais. Finalement, j'ai une super bourse et tout. Et du coup, je reparle au couple de cette fondation. Je leur dis, est-ce que vous voulez, vous pensez quoi? Est-ce que je fais le premier semestre ou... Puis c'est là, OK. Mais à chaque fois, c'était au semestre. Donc je finissais, puis je leur envoyais mes notes aussi, comme ça, ils étaient... Oui, ils pouvaient avoir un aperçu de ce que tu faisais là-bas. Je faisais pas n'importe quoi. Ouais. Et puis, du coup, ils m'aidaient... chaque semestre. Mais on va dire le souci avec ça, c'est que tu peux pas vraiment planifier en disant « Ah, mais je vais faire cette option-là, tout mon cursus comme ça ». Par contre, il y a une option qui existe qui te permet de mélanger plusieurs majors, donc plusieurs options. Et donc, moi, ce que j'ai fait, puisqu'au final, j'ai fini Berklee, mais c'était pas prévu. Moi, je pensais que j'allais à chaque fois rentrer, et c'était même pas non plus dans ma tête de me dire « Je veux vraiment faire cette école ». Enfin, il y a plein de choses comme ça... Je continue comme un petit électron libre. OK, next. Au final, c'est mieux parce que tu vis mieux les choses. Ah, c'est sûr que j'étais pas... je me disais pas, mince, je dois prendre ces crédits-là, ces machins-là. Je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? OK, je regarde pour le prochain semestre et je me dis, ça c'est pas mal. OK. Et au final, comme il y a un moment, je me suis rendu compte, bon là, je vais finir en fait. Mais il fallait que j'ai assez de crédits pour une certaine option. Et donc, il y a une option qui s'appelle Professional Music qui te permet de regrouper 2 ou 3 majors, donc options ensemble. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que les crédits que je prenais étaient surtout centrés sur... tu as une option qui s'appelle Performance, qui est du coup prestation, où tu vas plus jouer, Jazz Composition, et CWP. Ça, c'est plus production musicale, utiliser des softwares, des programmes comme Logic, et d'utiliser ça... et de créer de la musique comme ça. Donc voilà. Ça s'est créé sans intention à la base. OK. Ouais, c'est sans planification. Voilà. Au final, ouais, t'étais vraiment un électron libre. Hein. Ouais, en fait, je me suis jamais vraiment dit ça, mais c'est vrai que maintenant, je me dis... Ouais. Mais au final, moi, je trouve ça génial, parce qu'en fait, t'avais aucun plan, mais le plan, il s'est créé tout seul. Et aucune attente aussi. Oui. Et c'est ça, je pense, qui a fait que c'était encore plus génial au final, parce que c'était la découverte, l'inconnu complet, pas d'attente. Je ne sais pas combien de temps je serai là. Dans ma tête, ça va être court. Et au final, ça continue. OK, bon, Mais moi, tu me rappelles beaucoup une chose que j'ai appris en voyageant.
c'est que no plan is the best plan. Et au final, c'est exactement ce que tu as fait et ce qui t'est arrivé. Mais les attentes, hein, c'est surtout quand on a des attentes, c'est là que... Ça crée de la frustration. Exactement. Ouais. Exactement. Et toi, vu que tu n'en avais pas, tu as suivi ton chemin comme ça. Mais franchement, c'est génial. Moi, franchement, je suis fan. Hein, j'adore. Du coup, tu as aussi étudié un semestre à Valence. Donc, tu as étudié la musique espagnole. Et qu'est-ce que tu retires de cet apprentissage? Ben là, à nouveau, c'était aussi un peu dans ce truc d'électron libre où il venait... Donc, c'est Berkeley qui a ouvert une école à Valence en Espagne. C'était principalement pour offrir un master à des musiciens. Donc, moi, j'avais déjà fait 2 semestres à Berkeley, à Boston, aux États-Unis. Et avec mes colocs ou quoi, on découvre qu'il y a du coup cette option de faire un semestre à l'étranger. Donc, à Valence. Pour moi, c'est plus proche en fait. C'est pas du tout l'étranger. Tu rentres chez toi presque. Voilà, exactement. Et puis du coup, même idée de se dire, oh bah vas-y, on essaye, on verra. Et en plus, c'est intéressant pour la musique méditerranéenne, le flamenco, etc. Donc, j'ai fait ça du coup un semestre. Et ça a été aussi super intéressant, très différent parce que c'est une toute petite école au final comparée à celle de Boston, mais hyper moderne. Puis Valence en Espagne, c'était super. Mais c'était un peu, je revenais plus comme à la maison parce que l'Europe, en tout cas, de l'Ouest, c'était. Ouais, j'avais déjà été en Espagne plein de fois. Ouais, c'est pas inconnu. Voilà, pour les Américains qui y allaient, c'était vraiment oh my God. Pour la plupart, ils étaient jamais sortis des États-Unis, donc. Mais ouais, très, très bonne expérience également, et musicalement aussi. J'ai vraiment beaucoup appris, surtout aussi sur le flamenco, que je trouve tellement magnifique, comme la musique méditerranéenne en général. Donc, très intéressant, ouais. Ok. Et du coup, enfin, alors là, tu prends la direction du Brésil et de la Colombie. Donc là, on est carrément, on est dans un tout autre registre musical, puisque là, on est entre la samba, la bossa nova au Brésil, la salsa caleña, champeta et le vallenato, pardon, donc en Colombie. Donc là, est-ce que tu l'as vécu comme un choc culturel ou un choc musical, tout ça? Donc après Valence... Et d'ailleurs, tu connais très bien. Oui, parce que j'ai passé plusieurs mois au Brésil et en Colombie. Donc, du coup, c'est pour ça que je connaissais un petit peu tous ces styles musicaux et danse aussi. Ouais, danse aussi. Mais en fait, j'avais l'idée, à chaque fois, de toute façon, j'ai tout le temps trop d'idées. Mais au moins, j'en fais quand même quelques-unes. Et là, je m'étais dit, OK, Valence, avant que je retourne, parce que je savais que j'allais faire un semestre en plus à nouveau à Boston, mais je m'étais dit, j'ai envie de faire autre chose avant. Et je voulais vraiment aller en Amérique du Sud. Et surtout au Brésil, j'avais rencontré une harpiste où je l'avais entendue, je ne sais plus. Enfin bref, je savais en tout cas qu'une harpiste brésilienne qui donnait cours existait, on va dire. Et je m'étais mise en tête, je vais étudier avec elle en été, avant de retourner à Berkeley. Donc dans ma tête, je me suis dit, je vais aller 2 mois au Brésil. C'était à Rio. Donc je l'ai contactée, etc. Mais au final, elle était disponible que 1 mois. Et je me suis dit, non, je veux partir 2 mois. Je veux pas 1 mois, c'est trop court. C'est trop court. Ouais, c'est trop court. Surtout le Brésil, parce que c'est quand même énorme. Et même Rio, gigantesque. Exactement. Mais du coup, Brésil, je me suis dit, bon, mais où je vais... Et je sais plus comment ça s'est mis, mais j'avais un ami colombien, harpiste de Berkeley. Alors, à nouveau, je sais pas comment ça s'est fait, comment on a été en contact pour ça, mais il m'a dit, tu peux loger chez moi, chez ma mère. Lui, il allait pas être là. Prends des cours avec mon prof de harpe colombien. Et si ça te dit, tu peux apprendre l'harpe colombienne. Donc, arpa llanera, qui vient aussi... Enfin, Venezuela, Colombie, ils ont la harpe... Je sais pas, voilà, harpe llanera. Ils ont ça en commun. Et c'est un style traditionnel qui est... c'était super, mais... Enfin, bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais juste... Non, mais c'est pas grave, tu peux, hein, c'est quelque chose dont tu as envie de parler. Mais c'est juste que du coup, ça s'est fait, il me dit ça, puis bon, moi, à nouveau, dans mon truc découvert, je me dis, bah oui, moi, je vais en plus, ça avait l'air tellement facile, il me dit, tu dors dans ma famille, mais hyper sympa. Je me dis, mais c'est trop génial. Et donc, je vais rester là 3 semaines à peu près, avant le Brésil. Donc, j'ai d'abord été à Bogota, je suis restée du coup avec sa famille. J'ai fait 3 semaines d'apprentissage de cette harpe, du coup, qui est différente. C'est une harpe vraiment plus folklorique du Venezuela et de la Colombie. Pas de partition, c'est une technique différente. Les cordes, les couleurs sont différentes, tout est différent. Et moi, j'ai adoré. En plus, c'est très rythmique, j'adore le rythme. Et tout se fait à l'oreille, j'adore ça aussi. Donc, ça a été hyper intéressant. J'ai appris plein de nouveaux morceaux. J'ai joué aussi avec d'autres musiciens dans cet ensemble très traditionnel.
Donc ça, c'était 3 semaines à peu près. Et puis, j'étais au Brésil. Alors, entre arriver à Bogota, c'est quand même une ville un peu plus froide, Oui, ouais. même dans l'atmosphère, et puis aussi météo. Hein. Ah oui, ouais, il fait froid là-bas. Ouais. Donc, il y avait quelque chose d'un peu... l'expérience était géniale, mais c'était pas aussi... Une fois que je suis arrivée à Rio, là... Et puis aussi, où j'étais, au Bogota, j'étais vraiment... On voyait que j'étais étrangère. Au Brésil, à Rio, il y a de tout. Oui. Et... donc, je me sentais un petit peu plus... Tu pouvais un peu plus fondre dans la masse. Ouais, exactement. Et là, j'avais des cours, du coup, avec cette harpiste brésilienne. Et j'ai aussi organisé, et elle m'a donné, partagé ses contacts. J'avais des cours avec son mari, qui était bassiste, qui est bassiste. Un autre musicien guitariste super, un saxophoniste également. Donc, en fait, je me suis créé un peu tout un programme. Et du coup, je voyageais dans Rio pour aller d'un prof à un autre, on va dire. Et puis, tout en découvrant le Brésil. J'étais aussi là, ça s'est fait, j'étais dans la famille, une super personne avec sa fille. Ça s'est super bien passé, qui était une amie quelqu'un de ma famille. Enfin, bon, encore ces trucs où tu trouves des petits plans comme ça. Et ça a été aussi super, cette rencontre avec elle. Enfin, donc, tout ça a été à nouveau de très belles expériences pour la musique colombienne et la musique brésilienne aussi. J'ai bien sûr énormément appris là-dessus. Et puis voilà, j'ai fait mon projet. Okay. Mais du coup, Colombie, si j'ai bien compris, tu étais restée qu'à Bogota, c'est ça? Oui, après, on a fait des petits voyages, mais juste en dehors. Cartagena, vous n'avez pas été? Villavicencio. Mais vraiment, non, pas. J'aimerais bien. Hein, ça, ce sera next. Tout est sur la liste. Mais... Ouais, vraiment, moi, je conseille Cali et Cartagena. Ouais, parce que là, même au niveau musical, rythmique, c'est encore autre chose. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai adoré ces deux villes. Je pense que c'est les villes où je me suis sentie le plus chez moi. Ouais. Et pareil, là-bas, j'ai découvert la salsa caleña et le champeta, justement, parce que là, c'est sonorités afro-colombiennes, tu as les influences aussi caribéennes avec le soukous et tout ça. Et ça, franchement, je pense que musicalement, pour toi, ça pourrait être aussi une belle expérience. Ah, mais c'est sûr que c'est sur la liste. Après, la salsa, quand j'étais à Cuba, parce qu'en étant ado, j'ai dansé beaucoup de salsa avec mon meilleur ami à ce moment-là. D'autres danses, mais surtout la salsa. Et puis, quand je suis arrivée à Cuba... Bon, moi, j'étais dans la salsa très show salsa. Et en fait, tu te rends compte que non, à la base, tu dois pas faire un show, quoi. Tu ressens la musique. Et du coup, à Cuba, je me suis rendu compte que oui, en fait, ça c'est vraiment... là-bas, c'était... on danse la salsa. On se dit pas, je suis dans un show où on me regarde. C'est vrai. Mais du coup, dans des pays comme ça où il y a une identité musicale, culturelle hyper forte, comment est-ce que la harpe, elle est perçue? Comment elle est pratiquée? Est-ce qu'au final, elle trouve sa place dans ces pays avec une telle culture musicale? Oui, après, la harpe, c'est toujours très stéréotypé. Donc, après, moi, dans ces pays-là, j'y ai pas vécu. Moi, je venais plus pour m'inspirer et apprendre de nouveaux styles et après inclure ça dans mon style, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme je viens de Belgique, il n'y a pas une culture très forte, même musicalement, on n'a pas un folklore très marqué. Et donc, c'est peut-être aussi, il y a ça aussi dans le fait d'avoir tout le temps envie d'aller chercher un peu de découvrir d'autres styles. Parce qu'au final, chez moi, on va dire, j'ai pas quelque chose de très fort. Et donc, c'est un peu la découverte de tous ces styles, les mettre ensemble et puis de faire un peu ta petite popote avec toutes ces inspirations pour créer ton propre style. Parce que j'ai pas... ça, je me le dis parfois, je me dis, ouais, j'ai pas vraiment d'où je viens. Il y a rien de très, très ancré. Mmh. Et t'as jamais fait de petits spectacles de rue, par exemple, avec ta harpe dans ces pays-là? Mais là, par exemple, à Cuba, j'avais pas de harpe. Et Colombie, c'était j'avais joué la harpe colombienne. Enfin, c'était pas... Là, c'était vraiment apprentissage. J'allais à l'école. On a fait un petit... c'était même pas un spectacle, c'était une vidéo. Et au Brésil, j'allais aussi... J'apprenais. Là, j'étais pas dans un mode plus jam. Enfin, on a fait un peu... on faisait ça, mais dans l'appartement de la harpiste avec son bassiste, où un batteur est venu, mais c'était entre nous, quoi. Par contre, tu as été invitée à Bogota pour des classes, non? Pour des masterclass. Ouais. Et comment tu l'as vécu, ça, le fait de venir, mais en tant qu'invitée au final? Ah, mais c'était génial aussi. Mais ça, c'était d'ailleurs ma première... Donc pour revenir, je vais la première fois en Colombie, je fais tous ces cours.
le prof, du coup, me dit « Ah, mais on a un festival en septembre, ce serait trop bien que tu viennes en tant que performer et qu'invité et que tu donnes aussi des masterclass. » Bon, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'avais déjà enseigné. Et du coup, il fallait que je le fasse en espagnol. Ah, mais t'avais appris, du coup, l'espagnol? À Cuba, c'est là que j'ai appris l'espagnol. Bon, après, il fallait mon espagnol, il se perd, on va dire, un peu, mais je peux toujours... oui, tu peux toujours bien pratiquer, comprendre et tout. Oui. Et donc, ça a été cette première... t'es un peu lâché. OK, vas-y. Première masterclass et en espagnol. Et ça a été super. Ouais. C'est toujours ce truc d'inconnu et d'expérience, et c'est nouveau, et puis c'est fun, quoi. Mais c'est bien parce que l'inconnu te fait pas peur. Vraiment, toi, tu vas cœur joie, quoi. Tu te dis, allez, on y va. Mais en tout cas, dans tout ce cheminement, parce que je pense que j'étais encore dans cette énergie de découverte, mais c'est comme si j'avais soif de ça, quoi. Et du coup, mais cette première, ce festival, c'était en septembre, juste un peu après ça a été super expérience. Et d'ailleurs, tu as fait d'autres festivals internationaux, parce que tu as été au Paraguay, Canada, Espagne, États-Unis, bien entendu, la Belgique. Mais au final, quelles sont les scènes qui t'ont le plus marqué? C'est dur. C'est aussi il y a à nouveau pas un moment plus marquant, ou en tout cas, j'ai l'impression que je devrais y réfléchir, que je devrais penser à chaque festival ou me dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vas comparer, mais on revient un peu dans ce truc, c'est une combinaison de chaque expérience a été très intéressante et enrichissante. OK. Et du coup, ton parcours international, il s'arrête pas là, puisque tu pars vivre à New York pendant 3 ans. Et donc, est-ce que cette ville, elle a impacté ton identité musicale? Alors moi, New York, à la base, je suis pas très fan. Okay. Désolée pour ceux qui adorent New York. Non, c'est pas que... en fait, New York, avant d'y vivre, et on revient toujours au même truc où moi, j'avais pas... Vivre aux États-Unis, c'était pas du tout... quelque chose que tu j'avais pas, en fait, j'avais pas de... c'est à nouveau ce truc d'électron libre. On continue avec ce qui se passe. Donc, j'ai étudié à Boston. Évidemment, ton réseau se construit plus aux alentours, donc aux États-Unis. Et donc, on va dire que l'étape suivante, qui est évidente, c'est de rester aux États-Unis, mais d'emménager dans une de ces grosses villes, soit New York, soit Los Angeles. Tout le monde ne fait pas ça, bien sûr, mais beaucoup de gens font ça. Et j'avais visité New York, je n'étais pas fan. J'avais visité Los Angeles, j'avais beaucoup aimé. Et donc, dans ma tête, je m'étais dit, à choisir, j'irais bien à Los Angeles. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, je me suis mise avec mon compagnon actuel, et qui, lui, avait déjà fini Berklee et qui emménageait à New York. Donc, je me dis, bon, j'ai pas quelque chose de spécifique à Los Angeles. Peut-être qu'en vivant à New York, ça va changer, que je vais aimer la ville, etc. Donc, l'année après avoir fini Berklee, j'étais à New York. Mais en fait, vivre là-bas, il faut suivre son instinct. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et même vivre là-bas, non, c'était pas... En fait, tout ce que la ville a apporté est fou. C'est génial. Mais la ville en elle-même, et comme je le disais plus tôt, je suis plus sensible, hypersensible, donc c'est trop intense pour moi, c'est trop, il y a tout et trop. Oui, ça va très vite. Et donc ça me faisait plus perdre mon énergie que me donner de l'énergie. Après ça, je m'en rends compte, je m'en suis rendu compte après, parce que quand t'es dedans, même chose, quand t'es dans un truc, de toute façon, t'es dans une spirale. t'es dans ton tourbillon, là, tu te rends pas compte. Et je pense que y retourner en visite, et on y retourne pour des concerts, des événements, mais sans y vivre, ça me va mieux que d'y vivre. Du coup, l'énergie musicale de la ville... Mais musicale, c'est dingue, c'est génial. Tout ce qu'il y a, t'as de la musique partout, des musiciens, mais de fou. Non, musicalement, c'est super, mais y vivre, c'est pas... en tout cas, pour moi, c'était pas le meilleur endroit, quoi. Mais il y a des artistes là-bas qui t'ont un petit peu peut-être influencé dans ma musique? Oui, ouais, ou dans ton style, peu importe, ouais. Je sais pas, parce qu'à nouveau, tout ce qui... tu vois, on en parlait, des voyages, les rencontres, c'est tout ça qui influence. Et donc, il y a sûrement des personnes ou des rencontres qui ont fait que, je sais pas, ou peut-être que j'ai voulu essayer autre chose, ou mélanger. Mais je pourrais pas dire exactement quoi, qui, quand, comment. Ok. Mais du coup, là, maintenant, quand tu repenses à tous ces voyages, toutes ces expériences, quel est l'endroit où tu t'es sentie la plus libre dans ton expression musicale? Après, c'est une question difficile, parce que la plus libre, ça peut être, tu veux dire en général, ou
pendant toi, un t'as pu concert ou Enfin, peu importe, ou enfin, comme toi tu le sens, mais là où tu as pu t'exprimer librement, sans tabou, sans restriction, voilà. Ben ça, en fait, quand je m'exprime librement, c'est quand je joue mes morceaux, mes arrangements, quand c'est mon concert au final. Donc si c'est même en collaboration, après j'amène ce que j'ai moi, mais quand c'est sûr que quand c'est ton concert à toi, c'est toi qui décides de la direction artistique, c'est le moment où en général tu vas être le plus libre au final. Ok. Et du coup là, te vient l'envie de tout mettre sur un disque au final, parce que tu conçois un album que tu as appelé Blissful Sigh en 2020. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est né ce projet et aussi pourquoi ce titre? Parce que ça soupire de bonheur au final. Ouais. Mais j'avais déjà enregistré un album harpe solo, harpe et chant, qui n'a pas été, je l'ai pas sorti officiellement. C'était plus en concert que je le donnais. Et ça, c'était vraiment au tout début de mon aventure de non classique, on va dire. Donc j'avais déjà ça, et puis on avait aussi sorti un EP avec le groupe le fameux MAI. groupe que tu as aimé. Ouais. Mais à nouveau, tout ça, c'était pas encore officiel. Là, donc cet album-là, c'est celui qui était enfin vraiment quelque chose de fait plus officiellement. Et on l'a... Super expérience à nouveau. Bon, c'est un travail énorme. On l'a fait, on va dire, dans les règles de l'art. Parce que de nos jours, on peut faire tellement de la maison, etc. Mais là, on a vraiment suivi un peu le parcours classique de créer un CD, enregistrer un CD. On a enregistré dans le nord de New York, c'est une ancienne église qui a été réarrangée en studio, qui s'appelle Dreamland, et c'était super d'enregistrer là-bas. Et Blissful Sigh, je sais qu'on était à New York, et je sais plus exactement comment ça se fait que je me suis dit, ok, c'est ça le titre, mais je sais qu'on regardait le ciel, enfin je dis on, avec mon compagnon, et le ciel était magnifique avec des couleurs, d'ailleurs qui sont les couleurs de l'album, rose, bleu, mauve. Je trouvais ça magnifique, et on était là juste à soupirer, mais un peu, on était bien, et je me dis, mais j'ai envie que ce soit ça. Ton album. Et parce qu'en fait, un des morceaux de l'album s'appelle Blissful Sigh, qui est un morceau qui est dédié à mon compagnon. Et je te dis toujours, c'est un peu le seul morceau positif de l'album. Et tant mieux que ce soit pour lui. Et donc, c'est aussi un peu ce moment de... Quand on est dans une bonne relation, on va dire. Et puis, le moment où ou même, en fait, en général, les moments où on s'arrête, des petits moments où on va se sentir bien. Et on se pose et on prend le temps juste de soupirer et on est bien. C'est un peu le blissful sigh. Et je trouvais que ce ciel qui était magnifique, où on était juste à un petit moment quoi, de bien-être, juste sur ce moment-là, je me suis dit, ok, je veux que ce soit ça le titre, même si les autres morceaux ne sont pas tous Blissful Sigh. Mais du coup, tu dirais que ce morceau-là que tu avais dédié à ton copain, c'est celui qui t'a le plus touché au final? Peut-être, je sais pas. Bah, j'imagine, oui, parce que quand même, la signification, elle est peut-être plus importante au final que les autres, ou en tout cas aussi plus actuelle. Et, donc, ouais. Mais je me souviens plus exactement, mais ce que tu dis a du sens. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, on est en pleine pandémie quand tu conçois ton album. Donc, toi, est-ce que... période de Covid. C'était pas prévu, bien sûr. Ouais. Ah non, mais là, le Covid, ça. Parce que moi, j'étais encore dans mes trucs. Donc, oui, il y avait l'album qui allait sortir. Donc, on avait prévu de quitter New York parce que, comme je le disais précédemment, New York, c'était pas ma ville de cœur. Et moi, dans ma tête, j'étais là, je peux pas rester ici. Et je veux pas sombrer dans quelque chose. Enfin bon, bref. De négatif. Voilà. Et donc, j'en avais parlé à mon compagnon. Je lui ai dit, moi, j'aimerais vraiment faire un tour du monde sans attache. On n'a pas de responsabilité. Ce truc de au jour le jour. Mais on s'est dit, OK, il faut bien le faire, on met de côté. On se dit, on part pendant 1 an, mais on a de l'argent de côté. Et c'était un peu cette combinaison de voyager et aussi l'album qui allait sortir. On avait prévu des concerts, on avait prévu d'abord une petite tournée aux États-Unis, ensuite en Europe. Et puis, on allait commencer en Asie avec d'abord des concerts pour continuer voyage. Mais j'avais prévu d'avoir une toute petite harpe avec moi. Et comme ça, on combine ça avec voyage et rencontres musicales ou non. Mais s'il y a des rencontres musicales, je peux quand même jouer aussi avec une petite harpe, etc. Donc, moi, c'était génial, ce projet. J'étais hyper excitée, bien sûr. Et puis, on a quitté notre appart le 1er mars 2020. Wow, juste quand la pandémie commence. Ouais. Au final, c'était plutôt un frein ou une opportunité pour toi
Tu le décrirais comment? C'était un frein. Ah oui. Bon, d'un côté, on avait de l'argent de côté, donc même si tout s'est arrêté, mais bon, l'argent de côté, c'était pour voyager. Mais bon, on était dans une situation compliquée, on n'avait plus de logement, et puis lui, il est batteur, moi je suis harpiste, on avait tous nos instruments, enfin bon, c'était c'était un peu compliqué, mais et puis t'espères toujours, puisque on savait pas, personne ne savait que ça allait durer aussi longtemps, que l'impact que ça allait avoir. Donc, tu te dis, bon, on va 2 semaines, on va voir si on peut rester là, chez quelqu'un, bref. Et puis, ça continue. Donc, ce qui est compliqué, c'est que personne ne savait. Ouais. Et donc, oui, ça a changé les plans. Et puis, au final, on espérait quand même faire ce tour du monde retardé, mais au final, non. Il y a un moment, tu dois quand même retourner sur la scène, dans le sens où il faut que, si tu veux être dans le coup, si tu veux pas partir trop longtemps. Et puis l'album était sorti. Ça, c'était aussi une question, est-ce qu'on le sort ou pas? Parce qu'il y avait... Oui, ça reconsidérait pas mal de choses au final. Et finalement, on l'a sorti, mais bon, on n'a pas pu faire de concerts. On a fait des concerts en ligne, et c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Et donc, ouais. Ok. Là, maintenant, j'aimerais bien qu'on se tourne vers les Grammy Awards. Parce que bon, ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, je pense, dans ta vie. Donc, il y a ton projet Humanity qui a été nominé à la catégorie meilleure composition instrumentale et meilleur album New Age au Grammy Awards. Donc, comment est-ce que tu as vécu cette nomination, surtout en tant qu'artiste belge? Et est-ce que vraiment tu t'y attendais au final? En fait, parce que tu as le single Humanity et l'album, l'autre, c'est l'album Seven Nights. Ils ont été considérés parce que tu as plusieurs étapes. Donc ça, c'était la considération. Enfin, je ne sais pas si on dit considération. Ouais, et puis après ça, il y a la nomination. Ah, d'accord. Ouais. Donc l'histoire avec les Grammy, l'année dernière, je suis devenue membre de l'académie, de Recording Academy. Et ça te permet de, toi, voter pour les Grammy, en fait. Moi, c'est aussi tous des trucs, jamais je me serais dit... Donc là, j'ai voté cette année pour les Grammy. Tu vois, mais c'est génial. Hyper official. C'est une position super rare. Mais du coup, tu peux aussi présenter des morceaux, des albums, et puis après, eux, ils les considèrent, on va dire, si ça rentre dans leurs critères, etc. Et pour être nominé, il faut faire un travail de fou de promotion. Et ça, c'est partout. Tu te rends compte aussi que tout ça, ça se fait pas juste, tu mets ton truc et si tu dis rien, tu fais rien, ça va se faire tout seul. Non. Et si tu es hyper connu, tu as toute ton équipe qui fait ça pour toi. Enfin, donc, les nominations, ça, c'est l'étape d'après. Mais en fait, le fait de rentrer dans ce monde, pour moi, qui est encore très inconnu. Et c'est bizarre parce qu'à Los Angeles, c'était très proche de ce monde et en même temps, c'est aussi très loin d'un côté. Donc, c'est un peu, c'est un peu bizarre, mais c'est aussi excitant, quoi. C'est quelque chose de nouveau et d'être dans ce monde très inconnu aussi. Donc, c'est un peu le début, en fait, puisque maintenant, je suis membre, donc tu es invité à tous ces meetings, gatherings, et tu te sens un peu toute petite. Bonjour. Et d'ailleurs, le fait d'être membre votant au Grammy, cette opportunité, elle t'est venue comment? Et ça, tu peux envoyer ta candidature et puis après, il faut remplir plein de choses. Et puis, tu apprends quelques mois plus tard si tu as été sélectionné ou pas. Ok. Et donc voilà. Et est-ce que pour toi, le fait de voter change ton regard justement sur l'industrie musicale et sur ce que ça représente au final, ce que représente une nomination plutôt? Mais en fait, ce qui change, c'est que j'ai compris que ça se passe pas, comme je le mentionnais juste un petit peu avant, c'est pas, ça se fait pas naturellement dans le sens où c'est très politique. Tout ça c'est pas quelque chose qui te ressemble. C'est le monde de l'industrie. Il faut, c'est un monde de requins, quoi. Ouais, je comprends. Donc ouais. Et est-ce que cette reconnaissance, elle a changé quelque chose dans toi, ta manière de travailler ou de te percevoir toi en tant qu'artiste? Pas spécialement, parce que par cette expérience, je me suis plus rendu compte, en fait, c'est un peu comme avec les plateaux télé où je me suis rendu compte de ce que ça représentait, que c'était pas ce qu'on voyait vraiment à la télé, mais tu te rends compte ça te donne un regard sur l'intérieur, et donc tu vois aussi des choses moins jolies en quelque sorte. Ça te ramène à la réalité, quoi. Tu te dis, ok, c'est ça qui se passe. Donc ça m'a plus.
en faisant partie rentrant, on va dire, dans ce nouveau monde. Tu fais aussi des super rencontres. Hein. C'est pas que ça fait un peu négatif, mais c'est très intéressant, mais sur beaucoup de plans différents. Ok. C'est plus une réalisation, se rendre compte que c'est pas exactement ce qu'on pensait. Quoi. Mais ça reste quand même quelque chose qui te plaît. Sinon, tu resterais pas membre votant. Là, je suis. Et ça veut pas dire que je dois voter de toute façon. Ok. C'est si j'ai envie, si tu veux voter, tu votes, mais t'es pas obligé. Mais ce monde, c'est plus ce monde bling bling. C'est pas comme moi, je suis plus nature. C'est juste que y a plein. Tu te rends compte qu'il faut jouer le jeu. Non, c'est plus difficile pour moi, mais il faut se forcer parfois pour arriver à certaines choses et pour rencontrer des gens qui en veulent vraiment la peine. Et tu dois passer par peut-être des moments qui sont moins. Il y a plein de choses qui me ressemblent pas dans tous ces milieux, mais pour arriver à être en contact avec des gens qui, au final, avec qui ça match, il faut passer par là parfois aussi. Ok. Et là, parce qu'on va changer complètement de registre, en ce moment, tu es en pleine tournée européenne et tu partages la scène avec André Manoukian. Donc, comment est née cette collaboration ? Alors, avec André Manoukian, donc, j'étais en guest pour son concert, album release à Paris, fin mars. Et ça s'est fait via les réseaux sociaux. Okay. Il a lancé un appel pour son nouvel album, comme plein d'artistes font, de challenge. Il y a beaucoup de challenges comme ça. Et c'est une personne qui me suit sur les réseaux, qui m'a envoyé sa vidéo, et qui m'a dit « ce serait bien que tu fasses quelque chose. Enfin, si tu as envie. Hein. » Et puis, du coup, je me suis dit je vais voir. Donc, j'ai un peu écouté. Mais ça, c'était quelques mois après qu'il ait envoyé cet appel, André Manoukian. Donc, je ne savais même pas si c'était encore inclus dans... Je ne sais pas s'il y avait une date limite. Mais bon, comme de toute façon, je mets du contenu sur les réseaux sociaux, je me suis dit, ça va me faire un contenu en plus. Donc, j'ai posté cette vidéo, j'ai arrangé un de ses morceaux, en tout cas le début. J'ai aussi ajouté un peu autre chose, on va dire, à cet arrangement. Et puis, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois après, j'ai reçu un message en me disant, voilà, tu as été avec une autre personne, artiste qui a aussi participé à ce challenge. Toutes les deux, vous êtes sélectionnées, on va dire, pour... ils ont Manoukian adoré ta vidéo, etc. Et donc, on va dire le prix, c'était de venir jouer à la salle Playel à Paris en guest. Et ça s'est super bien passé. On a fait une répète quelques jours avant le concert. Des musiciens géniaux humainement, musicalement. André Manoukian, une super personne aussi. Donc, c'était une super expérience. Ok. Du coup, d'ailleurs, André Manoukian, c'est quand même une figure à part sur la scène française. Donc, elle se passe comment, cette dynamique entre vous sur scène ? Mais hyper naturel. Hyper naturel, ok. Et il est vraiment, comme tu le vois à la télé, il est comme ça. Il est hyper authentique. Oh. Et la répète avant, bien sûr, j'étais quand même stressée. J'avais rencontré puis le groupe, mais c'était tellement agréable. C'était des musiciens qui partagent, voilà. Ok. Et comment tu t'adaptes à son univers jazz, world music, improvisation, improvisation avec la harpe surtout ? Mais moi, c'est plus mon milieu, c'est ça. Okay. Tout ce qui est jazz, world music, avec un peu de pop et tout, c'est vraiment ce que je fais. Et l'improvisation, j'adore. Donc, ce style-là, ça me parle énormément. C'est beaucoup plus... Ça, c'est vraiment ce qui me parle et me plaît aussi. Ok. Mais du coup, avec tout ton palmarès, parce que c'est quand même un beau palmarès que tu as, est-ce que tu penses que tu as encore des choses à apprendre sur toi, des autres, de l'univers musical ? Ah oui, bien sûr. Oui, toujours ? Oui, ça va jamais s'arrêter. Oui. Bon, attends. Non, mais c'est bien c'est garder toujours l'esprit ouvert, de se dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Oui. Et de ne pas avoir cette arrogance de se dire c'est bon, j'ai tout vu, j'ai tout connu, c'est bon. En plus, la vie évolue non-stop, donc c'est impossible de tout... De toute façon, c'est impossible de tout connaître, mais ça change constamment. Donc, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. C'est impossible... il y a toujours il y a tout le temps de la nouvelle recherche, de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres. Ça ne s'arrête pas. Ok. Donc, au final, avec André Manoukian, ça se passe plutôt bien oui, là, c'était juste ce concert-là, et après, on verra si par la suite, futur, okay. La porte est ouverte, on va dire, et moi, ce sera avec plaisir de
de faire d'autres collabs on verra ce qui se passe. Ok. Ouais. Mais au final, tout à l'heure, comme tu le disais tout à l'heure, la musique, c'est aussi c'est échanger, c'est transmettre. Et tu as aussi choisi d'enseigner. Tu avais donné, comme tu disais, des masterclass à Bogota. Et là, tu enseignes au Conservatoire Royal de Liège. Donc, j'enseignais. Ah, tu enseignais, ouais. t'enseignes plus aujourd'hui. C'était comment pour toi? Qu'est-ce que ça représentait pour toi En fait, du coup, donc, c'était pendant la pandémie, parce que je suis revenue en Belgique pendant 2 ans. Donc, j'ai enseigné au conservatoire parallèlement à d'autres choses. Hein, mais il y a une professeure pour la harpe classique qui était là et elle m'a demandé de venir pour donner des cours jazz, pop, world music. Donc, ce qui était super parce que c'est exact, c'est mon milieu, on va dire. Et je pouvais faire ce que je voulais. Ok. Donc, super. Donc au final, c'était pas juste transmettre la technique. Toi, tu voulais aller au-delà, pousser un peu leurs limites. Voilà, aussi. moi j'étais là pour amener autre chose. Une autre dynamique. Une autre vision aussi. Et puis après, bien sûr, en fonction des élèves et tu vois un peu ce qu'ils ont envie, tu travailles avec eux. Mais après, j'ai donné toute... ça fait longtemps. En plus du conservatoire, je donnais aussi beaucoup de cours privés, harpe, chant. Maintenant, je réduis ça beaucoup parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Et on va dire que mon premier amour, c'est de jouer. La prestation, de partager la musique. Mais en enseignant, on partage aussi, bien sûr, énormément. Oui. Mais j'aime beaucoup... j'ai besoin de temps pour composer, arranger. Tout ce qui est prestation, c'est ça. Je veux vraiment que ce soit ça, le principal. Et après... j'adore faire plein d'autres choses, mais il faut quand même que je garde du temps pour... Oui, pour toi. Pour moi, oui, voilà, dans mon cheminement à moi principal. Ok. Mais tu sais, on dit souvent qu'un professeur apprend aussi de ses élèves. Bien sûr. Et toi, au final, c'est le cas. Oui. C'est pour ça, moi, tous ces trucs de aussi noter et tout, j'aime pas. Je sais pas, je me dis, c'est un peu un échange. Bien sûr que je transmets mon expérience et ce que j'ai appris. Et puis, mais... c'est un échange, quoi, un partage. Ok. Voilà, j'ai une question un peu particulière. Comment est-ce que toi, tu vois la place de la harpe dans la musique contemporaine et populaire? Parce que, je vais expliquer un petit peu mes propos. Parce que moi, j'ai vu pas mal de vidéos, notamment de toi, où tu interprétais des musiques populaires. J'avais vu que tu avais fait la musique Zelda, tu avais fait une musique de César, tu avais fait Destiny Child. Et je remarque aussi qu'il y a pas mal d'adaptations qui sont faites par des artistes, notamment une qui m'a un petit peu marquée, c'est peut-être que tu la connais, c'est une artiste brésilienne qui s'appelle donc Esther Guillard. Et en fait, elle interprète beaucoup de musique, mais de funk brasileiro, mais au violon. Et je me dis, même moi, quand j'étais petite, je jouais de la flûte, je faisais un peu de synthétiseur. Et alors, par contre, j'ai jamais pris de cours, mais juste j'écoutais les musiques et je les réadaptais. Je faisais Titanic, des musiques de Destiny Child et tout ça. Et je me dis, est-ce que ça, c'est monnaie courante de faire ça? Et au fond, est-ce que ça aiderait pas, à un petit peu populariser ces instruments-là qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre au quotidien? Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Et du coup... Enfin, ça, c'est un sujet aussi très, très vaste. Du coup, je vais essayer de faire concis. Mais c'est sûr que ça aide à populariser la harpe. Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être aussi commencer à acheter une petite harpe en plastique et ne pas apprendre l'instrument, mais qui vont juste l'utiliser pour les réseaux sociaux sans vraiment connaître l'instrument. Bon, ça, c'est un autre sujet. Il y a ça pas que avec la harpe. Mais quoi qu'il en soit... tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, tout ce qui est fait et le fait de jouer d'autres morceaux pop, etc., oui, ça permet de montrer que la harpe n'est pas que classique. Maintenant, il y a beaucoup de morceaux comme ça qui sont joués, mais avec une technique classique. Donc, c'est différent de jouer un morceau pop, mais en fait, avec une technique classique, que de vraiment ressentir la rythmique ou le style. Là, c'est autre chose. Et moi, ce que je fais... c'est pas ce que je veux faire principalement, tous ces covers, mais on sait qu'avec les réseaux sociaux, pour attirer un peu plus l'attention, pour que les gens puissent quand même se référer, se dire « Ah oui, je connais ce morceau », pour les amener dans le monde de la harpe, mais via quelque chose qu'ils connaissent, il faut qu'on s'adapter au monde. Voilà, c'est vraiment une adaptation par rapport à ça. Après, j'adore interpréter des morceaux connus à la harpe, j'adore, c'est quelque chose qui est fun, en fait, et qui est... surprenant aussi
beaucoup de gens qui ont ces stéréotypes. Mais j'espère du coup, je veux pas trop non plus être coincée là-dedans parce que je compose beaucoup et c'est ça que je veux aussi présenter. Mais on peut se perdre bien sûr dans les covers puisque on se dit ça marche mieux. Mais au final, si on veut amener les gens aussi à connaître notre musique, il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux. C'est pas toujours facile, mais il faut essayer quoi. Ouais. Oui, mais c'est comme tu dis, parce que de base, ta passion, ça reste la harpe, mais dans un style particulier, et t'as pas forcément envie de devoir te faire accepter dans ton art et dans ta passion. Donc, c'est bien de quand même savoir faire la part des choses. Ok, je fais des covers de temps en temps, mais il faut pas oublier que... Voilà, c'est ça. Il faut trouver un équilibre. Après, moi, je me considère vraiment comme une exploratrice de la harpe. Ok. D'ailleurs, c'était la question que je voulais te poser. Non, mais c'est parfait parce que tu y réponds. Parce que moi, je voulais te demander justement comment toi, est-ce que tu te définis. Donc toi, c'est vraiment exploratrice du monde musical au final. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est aussi parfois compliqué parce que on aime bien en général mettre des gens dans des cases, c'est plus rassurant, c'est plus facile aussi pour des festivals, etc., des labels. Mais j'arrive jamais à rester... je me dis, c'est pas complètement jazz, pas complètement pop, c'est pas complètement... et du coup, je me dis, mais et j'arrive pas à rester dans une case. Oui, tu veux pas te labelliser, voilà, elle est comme ça, c'est ce qu'elle propose, c'est ce qu'elle... Et en fait, c'est ce que j'aime explorer. Et donc, je me dis, si je suis coincée dans une case, je peux pas continuer mon exploration dans tout. Et c'est un avantage et un inconvénient en même temps. Mais c'est comme ça que je suis. Donc, j'ai essayé, je me dis, OK, je veux focaliser que sur un truc, mais j'arrive pas. OK. Et avec tout ce que tu as pu faire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu considères être ton plus grand accomplissement au final? Parce que tu as quand même fait pas mal de choses. Hein. Enfin, ton plus grand accomplissement artistique, je veux dire, bien entendu. L'album, ça, c'est quand même... Et là, je travaille sur 2 autres albums, mais bon, on va les faire les sortir les uns à la suite des autres. Mais du coup, l'album que j'ai sorti, ça, c'était quand même un gros boulot et une fierté aussi de se dire, voilà, je l'ai fait. Est-ce que ça a été aussi ton plus gros défi, au final? Parce que, bon, je me souviens, tu disais The Voice, c'était quand même très compliqué pour toi. Mais est-ce que tu dirais que c'est plutôt The Voice qui a été ton plus gros défi ou la création de ton Après, album? défi, ça peut être un défi, ça amène du positif aussi. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Mais dans le cas de l'album, c'était positif, extrêmement positif. Oui, là, comparé à The Voice, c'est vraiment autre chose. Et puis l'album, c'est moi qui ai voulu le faire. Alors que The Voice, ça m'a été un peu... c'est pas moi qui ai décidé, je voulais pas faire ça. Je me suis pas dit, je veux vraiment faire les castings, je veux faire ce truc. L'album, c'était vraiment mon projet. Ok. Et puis après, jouer avec différents artistes. Là, récemment, en septembre, j'ai joué avec Stevie Wonder et Hollywood Bowl à Los Angeles. C'est des trucs où je suis là. Ça, c'est génial. Ok, c'est bon, ça c'est fait. Check. Donc, toutes ces expériences-là aussi d'artistes qui sont tellement importants dans l'évolution de la musique et des génies, de les rencontrer, de jouer avec eux. Ouais, ça, ce sont aussi des expériences quand même fortes, quoi. Au final, vu que tu es un peu cette citoyenne du monde, tu ressens pas forcément le besoin d'avoir un ancre, tu vois, une fondation. Toi, peu importe, même si tu n'as pas forcément de fondation, tu peux quand même toujours te sentir à l'aise un peu partout où tu vas. Ouais, tu as tout à fait raison. Et ça, d'ailleurs, j'ai écrit un morceau il n'y a pas longtemps qui sera sur un des prochains albums et qui parle de ça. Parce qu'avec tous les déplacements, les voyages, et là, ça fait presque 10 ans que je suis avec mon compagnon. Et en fait, je me suis dit, c'est lui ma maison. Bon, après, c'est dangereux aussi, parce que si tu le perds. Enfin bon. Mais du coup, j'ai l'impression que je peux aller partout autant qu'on est ensemble. On est vraiment soudés, une équipe, et on a tellement fait. Enfin, on est passé par tellement de choses ensemble. Et on a dû, soit parce qu'on voulait déménager, soit parce qu'on a dû déménager. Mais on arrive toujours, on y arrive et on est ensemble. Et du coup, je me suis dit, mais c'est lui ma maison, quoi. Donc, où que j'aille, si on est ensemble, je suis à la maison. Ça veut pas dire que c'est toujours facile d'avoir, c'est un peu une maison movible. Non, mais moi, je partage ton idée là-dessus. Moi, j'ai toujours considéré que ce sont les gens qui faisaient ta maison. Les gens avec qui t'es à l'aise, que tu te sens bien, ils te font sentir en famille, ils te font sentir être chez toi. Donc, au final, peu importe où tu te trouves, peu importe le pays, la ville où tu te situes, tant que tu es avec les bonnes personnes, tu te
te sentiras toujours chez toi. Oui, c'est sûr que ça fait énormément. D'ailleurs, quand on a vécu une expérience dans un lieu particulier pendant que ce soit des semaines, des mois ou des années, qu'on y revient plus tard, si les gens sont plus là, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose, c'est pas pareil. L'expérience est différente. Bien, exactement. Donc ça montre que les gens, le moment, c'est ça qui fait... qui fait l'expérience, quoi. Et du coup, là, pour la suite, qu'est-ce qui t'attend au final? Est-ce qu'il y a des collaborations que tu rêves de faire? Oui, je sais pas, jouer avec Sting, par exemple, si tu m'entends. If you hear me, Sting, I'm here. Non, mais il y a plein d'artistes. Parce que donc, il y a tout ce côté, bien sûr, de mon projet à moi, ma musique, etc., avec mon groupe, qui est très important. Et puis, collaboration. J'adore collaborer avec plein d'artistes, styles différents. Mais ça revient, on revient à ce dont on parlait, de l'exploration. Ouais. Et aussi, parce que c'est l'exploration, mais c'est aussi montrer que la harpe n'est pas que classique, qu'elle peut être utilisée dans plein de styles différents. Et ça, je peux pas... J'ai envie de ça, mais si moi, je commence à faire trop de styles différents, tu peux te perdre aussi. Voilà. Et du coup, la collaboration te permet de faire ça aussi. Parce que tu vas peut-être faire un morceau, un show ou plusieurs projets avec une personne, mais ça va être une collaboration ou bien se caler vraiment sur son style. Et donc, toi, tu restes avec ton projet à toi, mais tu te cales sur quelqu'un d'autre pour un court moment ou un long moment en fonction de ce qui se passe. Et donc, ça permet d'avoir cette exploration également, sans se perdre trop, on va dire. Ok. Mais du coup, là, demain, là, si tu devais tout arrêter, ce serait quoi ton plus beau souvenir, que ce soit de scène ou d'apprentissage, peu importe? Ces questions, c'est toujours très difficile pour moi. Ouais, tu peux pas t'arrêter à un souvenir, il y a tellement de choses. Exactement, et je répète la même chose, mais à chaque fois, c'est une combinaison, de plein de choses qui me donnent ce sentiment de toutes ces choses qui sont passées, c'est quand même c'est tellement enrichissant, et une expérience. Après, il y a ces moments plus forts, comme je parlais avec Stevie Wonder, mais par exemple, il y a 2 ans, j'ai joué aussi pour la première fois avec une super artiste qui s'appelle Alice on the Roof. Mm-hmm. Et on a joué. Un de ses concerts était au Cirque Royal. Donc moi, j'y avais été en tant que spectatrice, mais pour la première fois, j'y jouais. Ça aussi, quand ce sont des endroits où j'y étais en tant que spectatrice et ensuite je passe de l'autre côté, c'est quand même... c'est gratifiant. Ouais. Et puis du coup, tu as les deux côtés. C'est super. Donc, et en fait, je suis hyper reconnaissante dans ces collaborations des gens comme avec elle, Alice on the Roof, André Manoukian, toutes ces personnes qui te font confiance. Et parce que là, avec Alice, ça s'est fait aussi. On n'avait jamais joué ensemble. Elle a fait confiance, elle m'a cru en moi. Et je suis tellement reconnaissante parce que c'est comme ça qu'on arrive à des moments super magiques, très hors du temps, où on y va, on fonce. Et moi, je suis aussi plus là-dedans, dans cette spontanéité. Et donc, j'adore quand je rencontre des gens, on est sur la même longueur d'onde, on y va, et on verra ce qui se passe. Mais comme on partage déjà cette énergie, en général, normalement, ça peut que fonctionner, on va dire, parce qu'on est dans cette même énergie. Et ça, je suis, à nouveau, je répète, mais reconnaissante des personnes comme ça qui font confiance. C'est super. Ok. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de toi en tant que harpiste, compositrice et interprète, mais au final, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de toi en tant que chanteuse. Est-ce que ce serait quelque chose que tu aurais pu faire si tu n'étais pas musicienne, en tout cas que tu avais peut-être arrêté de jouer? C'est aussi une bonne question parce que le chant, je vais dire que je suis harpiste ou harpiste-chanteuse, mais j'ai plus de mal à dire que je suis chanteuse. Ok. Et je pense que c'est parce que le chant est venu... J'ai commencé à chanter, tout début avec la guitare, mais du coup avec un instrument, aussi en autodidacte. Puis j'ai commencé à chanter avec la harpe et mon chant a vraiment évolué avec la harpe. Donc c'est assez particulier. C'est combiné au final. Voilà, et donc même si... Et j'adore chanter aussi sans instrument. Mais je sais pas, c'est un truc psychologique où... c'est comme si j'étais pas légitime dans... je me dis, ces chanteurs, chanteuses qui... c'est vraiment leur instrument principal. Et donc, je sais que je suis aussi chanteuse, mais
je vais dire harpiste chanteuse. Ok. Oui, il faut que ce soit les deux, sinon. Et pourtant, sinon... au final, oui, je suis chanteuse aussi, mais je sais pas, c'est moins évident pour moi, en tout cas, de le dire. Ouais. Et c'est quelque chose que tu mets moins en avant aussi. Ouais. Ok. C'est sûr que s'il y a un projet, quelqu'un cherche une harpiste, là, je suis là, ok, harpiste, je suis harpiste. Mais si ça va être chanteuse, je me dirais, quelqu'un d'autre va le faire parce que ce sera peut-être plus approprié pour quelqu'un d'autre, alors que c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais... Bon, après, il y a tous ces trucs de syndrome d'imposteur et tout, sûrement qui ont un lien avec ça. Mais là, en tout cas, tu as quand même présenté un parcours artistique que je trouve unique en son genre quand même. Tu as eu énormément d'expériences, énormément d'opportunités que tu as su saisir. Et ça fait quand même rêver pas mal d'artistes en soi. Donc toi, s'il y avait une jeune harpiste ou une jeune musicienne qui te regarde à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil dans ses débuts? Alors ça dépend dans ses débuts. Ou qui voudrait peut-être même se lancer et voilà, qui rêverait d'avoir le parcours que toi, tu as réalisé, tu vois. Je pense que de nos jours, ça doit être plus difficile. Enfin, facile et difficile, parce que facile dans le sens où on a accès à tellement plus, et difficile dans le sens où tu peux plus vraiment... Comme tu as accès à tout, tu vas moins approfondir certaines choses. Tu peux vite fait apprendre quelque chose, mais tu vas peut-être pas le connaître. Ça va être vite pour ou faire une vidéo. Et donc, moi, je dirais de vraiment dire faire ces expériences, mais d'avoir de l'expérience. Et via des vidéos, c'est pas de l'expérience. On se nourrit de l'expérience d'autres personnes, mais de vraiment façonner la sienne, je trouve ça hyper important. Et du coup, en fait, ça nous donne plus de confiance aussi. Parce que si c'est toi qui as créé qui a provoqué ou qui est passé par des expériences qui te façonnent, il y a quand même un socle c'est plus solide que si c'est une vidéo là, une vidéo là. En tout cas, c'est ce que je pense, mais c'est parce que ça c'est mon expérience. Mais en tout cas, d'avoir de l'expérience. Mais prendre le sur temps le de terrain, on va aussi. dire. Sur le terrain. Oui, ouais. Et prendre le temps de se construire au final. De prendre le temps, exactement. Et rencontrer des gens, voyager, mais ça... Tout le monde n'aime pas voyager, mais après, ça va aussi avec le monde de la musique et de l'art. Que ce soit le voyage physique ou le voyage de rencontre, mais même pas si ça ne doit pas être spécialement loin. Mais ça te fait aussi voyager, de parler avec des gens de partout qui te racontent leurs histoires, etc. Avec qui tu partages un moment, c'est un voyage. Donc, ça ouvre l'esprit aussi. Ouais. Et tout ça t'inspire. Donc, je pense prendre le temps et le contact humain, de ne pas oublier que c'est important aussi. Ok. Oh, voilà. Bon, c'est un bon conseil. Hein. En tout cas, merci. J'ai vraiment beaucoup aimé cette conversation parce que je trouvais que c'était super riche. Tu as énormément d'expérience. Tu nous as fait voyager. On est passé de la Belgique à la France, ensuite les États-Unis, Cuba, dans l'Amérique latine de manière générale. Donc, franchement, tu nous as fait découvrir des horizons musicaux. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, pour ça, je te remercie. Franchement, non, c'est toi. Vraiment, tu nous as partagé ton parcours, tes expériences. On a beaucoup appris. En tout cas, j'espère que les auditeurs auront aussi beaucoup appris, en tout cas plus que moi. Mais en tout cas, voilà. Je voulais simplement te remercier pour ça. Et puis, voilà, je ne sais pas si tu souhaiterais ajouter autre chose ou pas. Juste, merci beaucoup à toi et à toute l'équipe. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé cet échange. Donc, merci à nouveau. Merci à toi. Et j'espère qu'on te retrouvera peut-être plus tard, un Sofa pour deux. Qui sait, un nouveau projet, si un nouvel album. En tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite. Pour moi, t'es déjà dans la voie depuis un moment déjà. Mais j'espère que ça continuera dans cette voie-là. Ça me fait super plaisir. Merci, Leïla. De rien.